puisque même on connaît ce phénomène qui est une sorte de réappropriation, de création d'un tiers de confiance lorsqu'une rumeur circule, c'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, vu que vous n'avez évidemment pas l'information sur d'où elle vient, etc., vous finissez par réintégrer un de vos proches dans le récit pour dire « Ah, mais c'est le mari de ma tante qui m'a raconté ça. » La rumeur a bon dos. Hein. C'est un phénomène. Beaucoup d'enfants qui disparaissent en ce moment. Merci Public Sénat pour votre manipulation. Un bon docu. Menteur. 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 Je suis vénère. Chez les plus jeunes, et pour le coup, en tant qu'acteur des médias et aujourd'hui formateur, je pense que les plus jeunes quand même ont beaucoup de mal à aller sur des supports traditionnels. Alors ils peuvent aller sur des supports traditionnels via les réseaux sociaux, qui sont plutôt une très bonne chose. Hélas, on sait que pour beaucoup, la majeure partie de ce qu'ils vont lire et surtout répercuter va partir des réseaux sociaux. Et il y a une chose importante quand on parle de proches, qui est un tout petit peu sous-entendu dans ce que dit l'intervenant dans le doc, c'est que il y a le même niveau de crédibilité, surtout, entre un média, entre guillemets, professionnel, traditionnel, et un proche. C'est ça le plus dangereux. Toutes les paroles se valent. Mais toutes les paroles se valent. Ça, c'est pareil. On sait que c'est un des grands principes sur les réseaux sociaux. Tout se vaut. Vous pouvez être un expert sur une question et un escroc qui dit n'importe quoi. Vous avez, et d'ailleurs souvent c'est hélas le cas, beaucoup plus de chances d'être cru et d'être répercuté si vous êtes un escroc, parce que vous avez une influence plus grande, etc. Donc toutes les paroles se valent. L'expertise n'apparaît plus comme un élément différenciant pour toute une partie de la population. Parce qu'il y a une crise de confiance. Même la contestation est bien vue. La rumeur est un outil de contrôle. La rumeur est faite pour semer le doute. La rumeur est faite pour vous rassurer. Dans ce cas-là... Que ce soit TF1, il y a plusieurs reportages. Ça ne suffit pas à faire taire la rumeur. On ne les croit pas, eux non plus. Tout à fait. Alors, c'est sûr que les rumeurs... Dormez bien, on s'occupe de vous. Et de vos enfants surtout. Je dois juste insister sur le fait que la rumeur n'est pas toujours une chose négative. Au sens où déjà dans Hugo Mercier, chercheur en sciences cognitives. Les rumeurs qui se diffusent ont tendance à être vraies, en fait. Donc si vous entendez parler que quelqu'un va être promu ou quelqu'un va être viré, en fait, ça a tendance à être vrai parce qu'on connaît ces personnes-là, c'est les petits mondes, les informations ont tendance à être justes, donc toutes les rumeurs ne sont pas fausses. Et pareil, en fait, si on se met du point de vue des Roms, peut-être qu'il y avait des rumeurs qui circulaient selon lesquelles il y a des gens qui allaient les attaquer parce qu'ils avaient des camionnettes et qui pensaient que... Effectivement, moi j'ai été informé par les Roms eux-mêmes qui m'ont appelé en me disant il y a des rumeurs qui disent qu'on va être attaqué. En préparant cette émission, on a retrouvé cette rumeur qui avait provoqué en 1903, alors je remonte encore plus loin, le pogrom de Kishinev. Ah, ils vont nous chercher des rumeurs du Moyen-Âge. Faire oui de la tête, vous connaissez cette rumeur. Elle venait cette fois des médias eux-mêmes. Un jeune garçon chrétien est retrouvé mort. Un média russe suggère que c'est un juif qui a tué l'enfant. Bilan, 3 jours d'émeutes antisémites, 47 juifs tués, 92 blessés, 700 maisons et boutiques pillées ou détruites. La rumeur est l'ingénierie sociale pour vous contrôler. Surtout vos cerveaux. Dormez, braves gens. Et on fait une information, et là c'est catastrophique. Et peut-être que ça pose des questions pour nous tous, médias. D'ailleurs, faire attention à ce qu'on relaie, à ce qu'on dit, parce qu'on... Nous sommes des médias dits crédibles. Je pense qu'il y a des médias dits crédibles, morts de rire. Tout à l'heure la question de qui profite la rumeur. Une des choses que moi j'avais pas vues en 2019. Grégoire Cousin, anthropologue et historien. Apporte d'une certaine manière beaucoup d'argent aux gens qui postent la rumeur si c'est reposté des milliers et des milliers de fois. Ah, il y a un rapport mercantile à la rumeur. Je suis persuadé que les vidéos que j'ai vues sur YouTube avec 1 million de vues, elles ont rapporté en publicité à leur auteur. Alors, je ne connais pas très bien comment ça fonctionne, mais... Ah non, mais vous avez entièrement raison. Il y a eu, alors, pour le coup, un gros travail de documentation qui a été fait sur l'argent du mensonge. Récemment, une enquête, notamment de Haute-Favre, qui est passée sur complément d'enquête sur France 2, il y a eu pas mal de travaux. Moi, j'ai personnellement travaillé là-dessus, sur la façon dont les producteurs de mensonges gagnent de l'argent avec leurs mensonges. Vous avez un cas... très emblématique aux États-Unis, hélas, c'est souvent un très mauvais modèle. Vous avez un cas très emblématique, c'est un personnage qui s'appelle Alex Jones. Je ne sais pas si vous savez qui est Alex Jones, qui est un... Oh les salauds, ils attaquent Alex Jones. Soutien fervent, entre autres, de Donald Trump, mais c'est pas la seule chose, évidemment, antisémite, raciste, tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça continue la manipulation. Des chaînes sur tous les médias, sur toutes les plateformes sociales, pardon, YouTube, etc., qui a accumulé plus d'1 milliard de vues sur YouTube,
multimillionnaire. C'est un très bon exemple de personne qui a gagné énormément d'argent avec le mensonge. Donc c'est une vraie motivation, vous avez raison. Merci. Si je vais revenir donc, sur Kishinev, faut pas avoir l'illusion que c'était un endroit où tout allait bien entre les populations locales et les populations juives locales. Bien entendu, il y avait déjà des conflits énormes sous-jacents, il y a eu des pogroms, enfin toute cette région et cette période sont émaillées de pogroms. Et donc la rumeur, en fait, joue plus un rôle, a priori, de justification. Donc ces gens-là, ils ont envie d'attaquer la population juive. Et du coup, c'est bien pratique d'avoir une raison pour le faire. Par ailleurs, ça leur permet à la fois de vérifier qu'ils vont avoir le soutien de l'État, en fait, et le pouvoir public, qui ne vont pas les empêcher dans leurs exactions. Ils sont et en fait, trop forts, ces gens. Que ça joue un rôle un peu de... Le documentaire de Public Sénat ce soir. Il n'y a pas de rapport entre la rumeur elle-même... Les camionnettes blanches. Que ce qui se passe à Kishinev, c'est les magasins... Ils ont utilisé des roms. Ce qui n'a aucun rapport avec le fait que... Pour nous faire croire que ce sont des rumeurs. Alors, bien évidemment, il ne faut pas jeter... Et ils trouvent une excuse dans la rumeur. Le discrédit sur la communauté rome, parce que Michel Fourniret, c'était pas un rome, Francis Holm, c'était pas un rome, et beaucoup de prédateurs ou de trafiquants d'enfants qui enlèvent des enfants en France, eh bien, ne sont bien évidemment pas des roms. Vous trouverez toutes les cultures dans les... De plus en plus d'influence, croit-on, et donc, comme c'était le sujet qui faisait parler, tout le monde voulait le hashtag du monde. Et oui, François-Noël Buffet, là aussi, ça touche à quelque chose de très complexe. C'est presque l'ego de l'humain qui a envie de se faire connaître. Et celui qui a l'information ou qui prend l'habit du justicier en disant « je vous préviens de ce danger », devient populaire, d'où le nombre de vues. Et alors ce cercle vicieux, terrible. Il n'y a pas pire que l'ego de l'humain. Exactement. Qui permet tout. Et les gens osent tout, Audiard l'avait dit différemment. Mais, François-Noël Buffet, sénateur LR du Rhône, La République en marche. Il trouve le bon sujet et en quelques minutes, en quelques Putain, le documentaire, il est plus qu'orienté même. C'est assez étonnant. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le rôle des médias et leur crédibilité. Il est évident que lorsqu'on a entendu aux informations quelque chose, c'est forcément la vérité. Moi, je me souviens, il y a quelques années maintenant, nombreuses. Vous vous rendez compte un peu comment ils manipulent le peuple? avait pris comme slogan, comment ils vous manipulent en continu? Progrès, c'est que c'est vrai. C'est un slogan. Ils prennent du vrai, ils mettent un peu de faux, et comme ça, ils vous mettent le flou au cerveau. Beaucoup de gens disent que ça a été écrit dans le journal. Incroyable. Ce matin. Oui, mais ce qu'on peut saluer et trouver vrai à la base, c'est que le métier de journaliste... Je suis sidéré de ce doc. D'accord, d'où le rôle essentiel, j'y arrive, d'où le rôle essentiel des médias dans la capacité à vérifier l'information, à la contrôler, à recouper, de façon à donner l'information qui soit certaine, quelle qu'elle soit d'ailleurs, aux téléspectateurs, aux lecteurs ou autres. C'est un peu la règle de la preuve. Hein. Vous savez, dans le métier d'avocat qui était le mien, moi, mon premier patron, quand il m'a reçu, je suis arrivé, il m'a dit, vous savez, François-Noël, il y a plusieurs règles, mais il y en a une en particulier. Votre client va aller au tribunal une fois, il sera condamné, vous allez y aller tous les jours pour défendre les gens. Un argument, une pièce. Prouvez toujours ce que vous avez à dire. Moi, c'était une règle que j'ai essayé de respecter. Et qui est aussi une logique de journaliste. Mais exactement, c'est pour ça que je vous dis que c'est absolument essentiel. Non, j'étais en train de me dire, la question du rôle des médias, il est également, à quel moment est-ce que vous devez intervenir? Des médias ou des merdias? Telle rumeur, c'est-à-dire que la rumeur de la camionnette blanche est en train de renaître en ce moment à Marseille, d'une jeune femme, à partir d'un post d'une jeune femme sur TikTok qui dit qu'elle a été... On aurait essayé de l'enlever dans une pharmacie de Gare Saint-Charles, et... voilà, il raconte juste ça, et je regardais tout à l'heure, le post a fait 16 000 partages, plusieurs milliers de commentaires, 200 000 likes. La presse locale a fait 2 articles ou 3 articles pour essayer de dire que c'est pas vrai, mais dans quelle mesure est-ce que ça alimente la rumeur que de rebondir trop tôt, ou est-ce qu'il faut y aller tout de suite? C'est une vraie question, hein, c'est une vraie question à laquelle il est difficile d'avoir une réponse, parce que si on n'en parle pas, il y a aussi tout un état d'esprit complotiste qui va dire ils n'en parlent pas, ils ne disent pas la vérité, ils ne disent pas ce qui se passe sur le terrain. C'est un casse-tête. C'est une question fondamentale, et on l'a vu, alors la puissance totale depuis le Covid. C'est-à-dire que les médias traditionnels, les journalistes professionnels sont pris dans une contradiction totale. À quel moment donne-t-on une portée importante à une rumeur qui devient, non pas dans son essence, mais par les effets qu'elle produit, une information? En l'occurrence, la rumeur
la camionnette blanche là en l'occurrence est totalement fausse, infondée. Ce qui devient une information, c'est les lynchages, c'est les émeutes qu'il peut y avoir autour, et là ça rentre clairement dans le champ de l'information. Le moment où cette frontière est franchie est fondamental. Mais qu'est-ce qui fait qu'on croit à une rumeur, Hugo Mercier? Est-ce que c'est parce qu'elle fait peur, parce qu'elle fait appel à la partie reptilienne de notre cerveau, parce qu'on prévient d'un danger? Qu'est-ce qui fait qu'on y croit? En effet, donc on sait qu'on a plus tendance à accepter des informations qui portent sur des dangers potentiels, et dans l'ensemble, c'est un raccourci ou une heuristique qui est assez raisonnable. Donc, si vous me prévenez de quelque chose et que j'accepte et qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de danger, le coût que j'ai payé moi est assez modeste, alors qu'à l'inverse, si je ne vous crois pas et qu'il y a un vrai danger, là, je peux vraiment me faire attaquer, il y a des risques assez importants. Donc c'est sûr que les gens ont tendance à croire plus facilement les choses qui portent sur les informations, les rumeurs qui portent sur des dangers, et à être plus intéressés. Dans un biais de négativité, donc les journalistes sont plus intéressés par parler des choses négatives parce que les audiences sont plus intéressées par écouter des choses négatives. Mais c'est de l'instinct de survie presque, c'est savoir ce qui met en danger ça. Tout à fait. C'est presque animal. C'est assez logique. Et là où ça a une conséquence peut-être plus intéressante encore pour les rumeurs, c'est que ça joue aussi au niveau de la transmission. C'est-à-dire que de la même manière que moi je suis intéressé par des informations sur des risques potentiels, je vais aussi remercier d'une certaine manière les gens qui m'apportent de telles informations, en montrant de la gratitude, en les pensant plus compétents parce qu'ils nous ont donné des informations utiles. Et donc ça crée une motivation à tout un chacun. Donc pas les influenceurs, en effet, ils peuvent vraiment gagner de l'argent directement, mais l'immense majorité des gens qui relaient ces rumeurs ou les gens qui les relayaient avant que les influenceurs n'existent, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'était des gens qui le faisaient parce qu'en effet, ils comptaient un petit peu à prévenir leurs voisins et du coup se faire voir un petit peu mieux. C'est cette recherche de notoriété dont je parlais tout à l'heure, et d'ego. Et vous avez, pardon, juste, il y a un autre biais, vous avez raison, et qui joue à fond sur les réseaux sociaux et dans ce genre de phénomène, c'est le biais de confirmation, c'est-à-dire cette propension naturelle que nous avons tous à aller plutôt croire les informations qui vont dans le sens de ce que nous croyons a priori. Et ça joue à fond aussi, parce que si vous avez envie de croire à cette rumeur, vous n'allez retenir que les informations, en tout cas faits, ou qui vont dans ce sens-là, et donc aller répercuter également dans ce sens-là. On est face à un phénomène qui traumatise des groupes, qui crée de la haine, de la violence verbale et physique. Dans le film, on voit que les seuls qui soient condamnés par la justice, ce sont ceux qui sont passés à l'acte, qui ont frappé ou insulté, mais quid de ceux qui ont simplement, et je le dis entre guillemets, simplement fait circuler la rumeur, n'ont-ils pas eux aussi une énorme part de responsabilité? Pourtant, rien n'a pu leur être reproché. Écoutez. Il n'existait pas de loi anti-rumeur en 2019, il n'en existe toujours pas. On a vu qu'il y avait eu quelques tentatives de réguler les internets en disant qu'on allait mettre en place des comités enfin de régulation, etc. On n'est pas très bon là-dessus. On n'a pas encore réussi à transférer ou à prendre toute l'expérience de l'autorégulation dans les médias classiques et de la faire exister dans les médias modernes que sont les réseaux sociaux. Alors évidemment, je me tourne vers vous, François-Noël Buffet. Il nous dit il n'existe toujours pas de loi anti-rumeur. C'est vrai la justice va sanctionner ceux qui sont passés à l'acte, ceux qui ont été violents du fait d'une rumeur, mais tous ceux qui ont retweeté, répété, on ne peut pas les condamner. Non, en réalité, la législation est récente. 2004, c'est pas si vieux que ça pour les premiers textes. En ce qui concerne les plateformes de modération, c'est un texte récent également, 2021, avec une difficulté à mettre en œuvre les choses, même si on offre la possibilité aux plaignants de saisir le tribunal judiciaire, une capacité à pouvoir éventuellement interdire la publication. On peut élargir, ça c'est un avantage, au site miroir, c'est-à-dire à ceux qui ont repris, mais quant à identifier celui qui est à l'origine, ce qu'on disait tout à l'heure, et qui finalement est l'origine du mal, disons ça. Oui, moi je pense même aux intermédiaires, François-Noël Buffet, même ceux qui se sont contentés. Pour l'instant, on ne sanctionne pas les intermédiaires, voilà. C'est exact. Et pourtant, il y a une part de responsabilité, vous êtes d'accord? Il y avait un texte qui a essayé d'avancer là-dessus, qui était la loi dite Avia, pour laquelle le Conseil constitutionnel a sanctionné. En disant non, vous ne pouvez pas aller si loin parce qu'il y a un risque d'atteinte aux libertés individuelles et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il y a un tabou on est assez démunis en fait. Oui, c'est ça, mais il y a un tabou autour de cette censure et je le comprends, évidemment, on le valide tous, pas de censure, mais comment trouver l'équilibre entre, être libre de s'exprimer et en même temps ne pas s'exprimer en disant n'importe quoi qui a des conséquences gravissimes? L'incitation à la haine raciale est quand même interdite en France, et là vous avez quand même un certain nombre de gens qui tiennent des propos haineux, qui à visage découvert
dont on a les vidéos. Et, eh ben dis donc, il est passionnant ce documentaire de manipulation. Menteur. Avant de s'attaquer aux intermédiaires, si on pouvait s'attaquer aux producteurs des vidéos, ça serait déjà... Là, on a un texte là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a la théorie et puis il y a la pratique. En pratique, effectivement... C'est très difficile, mais c'est vrai qu'il y a un texte, on l'a vu quand même. En fait, souvent, on peut s'attaquer à ceux qui répercutent s'il y a des incitations à la haine, s'il y a un phénomène de harcèlement, s'il y a des appels à la violence. Là, comme vous avez des délits bientôt une loi anti-rumeur. Et totalement condamnable. Vous vous rendez compte un peu jusqu'où ils vont aller là? À manipuler le peuple. C'était un peu dans un cadre un tout petit peu différent puisque c'était de harcèlement, etc. En bande, en meute. Jean-Bernard Schmid, directeur général de Spicy. Combien de personnes on va chercher réellement par rapport à la masse de messages qui sont émis? C'est déjà une première chose. La justice est assez dépourvue sur ces questions-là. Il y a très peu de magistrats, ça a un tout petit peu été augmenté. Bon, mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a une plateforme d'alerte en fait et de recensement des menaces et des messages de harcèlement. Enfin, c'est pareil. Il y a peu de moyens, donc c'est très difficile. Et là, moi, je pense que. Alors oui, c'est quoi la solution? C'est quoi la clé? Pardon, je pense. Mais si, allons-y. La solution. C'est pareil, ce qui se profile avec les plateformes n'est pas très encourageant. Il y a qu'à voir ce que Elon Musk veut faire sur de Twitter. Donc on sait que, hélas, ça ne viendra pas de là. Peut-être qu'on pourrait imaginer une réponse législative au niveau européen, mais on n'arrête pas de le dire et ça n'arrive pas. Bon, donc, bon, moi, je veux dire, je pense qu'il faut... notre seule chance, c'est en amont. C'est de faire de l'éducation. Au sens où... les gens, le mot est lâché, de faire de l'éducation. Ce genre d'information, ce genre donc ils veulent éduquer vos cerveaux. Ce genre de message en fait sur les réseaux sociaux se pose des questions. C'est pas facile, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est simple, mais il se pose des questions. Au moins, juste avoir l'esprit critique sur le message qui leur au lieu de nous faire des alertes enlèvement pour tous les gosses qui disparaissent chaque jour en France, sans vérifier la source, sans vérifier... Eh bien, on nous fait des documentaires sur les rumeurs. Mais c'est un métier, Jean-Bernard Schmid. C'est tout ce qu'on apprend quand on est journaliste. C'est-à-dire que c'est presque apprendre un métier aux jeunes en leur disant, voilà, vous recevez un message, apprenez à avoir l'esprit critique. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne donne pas de cours d'esprit critique. Ça n'existe pas. Mais c'est normal, hein, je pense que c'est quelque chose de complexe, de nouveau, de transverse surtout, avec plusieurs matières, et on se rend compte que ça sert dans toutes les matières. Disons, et je ne suis pas le seul à le dire, plusieurs d'autres personnes avec moi depuis longtemps plaident pour, clairement, l'inscription de cours d'esprit critique, en gros, apprendre à démêler le vrai du faux dès le plus jeune âge dans les programmes scolaires. Surtout dans une société qui nous manipule autant. Démêler le vrai du faux. Démêler le vrai du faux, ça veut dire... Quand on est manipulé en continu, depuis le berceau, ils sont trop forts, ces gens. Donner donc aux plus jeunes, hélas, parce que les plus anciens, les plus âgés, ça sera difficile de revenir là-dessus, aux plus jeunes, tout de suite les clés pour être armés face à ces flux d'informations totalement fou furieux. C'est la clé, l'éducation, Grégoire Cousin? Je serais plus pessimiste en fait moi sur la possibilité. Je reviendrai sur ce que je disais tout à l'heure. Enfin, il me semble que la répression des délits déjà inscrits comme les délits de haine raciale devrait absolument être une priorité en termes de contrôle de la production en fait. En espérant que petit à petit, d'une certaine manière, ces producteurs de contenu deviennent des formes de médias un petit peu plus respectueux une fois qu'un certain nombre de personnes auraient été condamnées. On a quelques collègues dans des associations qui essayent de se battre contre les contenus haineux à l'égard des tziganes en ligne. Ils ne sont jamais suivis par personne sur ces questions-là. Ça n'intéresse absolument personne. Et vous, François-Noël Buffet, ça veut dire que peut-être, pour une fois, c'est pas une loi de plus qu'il faudrait, ou un texte ou... Je pense que les textes sur les propos raciales, ils existent, tout ça, c'est leur mise en œuvre qui est compliquée. Il faudrait sans doute des moyens de justice plus importants, une organisation spécifique et une capacité à réagir extrêmement rapidement, parce que la réalité, c'est la rapidité de la réponse qui compte. Au-delà de la condamnation qui est absolument essentielle, c'est la rapidité de la réponse. Là, on est sans doute un peu juste. Et je crois que la part éducative reste essentielle. On ne fera jamais face à l'ensemble de ces messages qui sont distribués de partout, diffusés de partout. Et donc, c'est d'apprendre que tout n'a pas la même valeur.
le tweet de M. X ou M. Y, ça n'a sans doute pas la même valeur que le conseil scientifique, que telle institution reconnue sur le plan national ou international, et qu'avant de se lancer dans une diffusion de ce message, on est sur regard critique. C'est un travail de fond qui est considérable et qui va à l'inverse de l'état d'esprit des gens aujourd'hui, qui est l'immédiateté des choses. Les outils existent, il faut peut-être déployer des moyens pour réagir encore plus vite, et que le problème de fond, comme toujours, ça reste un problème de comportement individuel, d'éducation, de capacité à rester critique, et de manière à ce que, par ailleurs, l'esprit critique, qu'est-ce qui se fout de nos gueules? Des politiques, des journalistes, en termes de crédibilité. Tout est contrôlé, parce que surtout ton cerveau, sa communauté de vie, j'allais dire. Le peuple. 90% ou 80% de gens sérieux et 20% de gens pas sérieux. Et c'est ces 20% de gens pas sérieux qui posent problème. Et qui suffisent à faire des rumeurs. Pour ça, il y a des organisations, il y a des métiers que j'exerce, il y a un ordre, enfin que j'ai exercé, pardon, il y a un ordre professionnel qui est chargé de traiter, de prendre des décisions, des sanctions. Il faut peut-être que dans d'autres secteurs, ce soit la même chose pour crédibiliser les choses et puis que chacun se donne cette responsabilité-là. Que chacun se responsabilise. Absolument. Et puis... que chacun se responsabilise et que prenne conscience que la force du message à la télévision, la force du message dans un réseau est d'une puissance extraordinaire. Attention donc, quand on fait circuler une information, quand on retweet, quand on répète. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très bientôt sur Public Sénat. Eh ben putain, je suis choquée. Hein. Je sais pas par quel hasard j'ai allumé la télé. Je suis tombée sur ce doc, sur Public Sénat. Est-ce que vous vous rendez compte un peu comment ils nous manipulent, ces abrutis? Ouais. On est manipulés. Et maintenant, ils nous ressortent la rumeur du camion blanc et des Roms qui enlevaient des enfants. Vous réalisez un peu que très souvent, ce sont des fourgons qui sont utilisés pour enlever des enfants et que c'est fort probable que dans notre pays, eh bien, il y a en permanence des camions blancs qui circulent dans nos villes pour repérer des enfants à enlever. Quand on sait qu'encore ces jours-ci, j'ai partagé énormément de liens sur ma communauté, sur des disparitions d'enfants. Donc tous les jours en France, on aimerait bien qu'ils nous donnent des chiffres sur les enlèvements d'enfants et tous ces gosses qui fuguent et qui sont jamais retrouvés et qui disparaissent bien évidemment dans des réseaux de trafic et prostitution d'enfants. Alors je vous remercie par un Public Sénat et tous ces abrutis qui ont pris part à ce documentaire, parce que quelqu'un qui va pas se poser de questions et qui va voir ce genre de documentaire ne va pas comprendre le sens et le but recherché quant à diffuser un documentaire, ment et terre. Comprenez bien le sens. Je pense pas que je sois la seule à me poser des questions, je l'espère bien, et que j'ai une conscience qui vrille quand j'en